D'abord, la réalité du réchauffement. Donc, les 6 dernières années ont été les plus chaudes que nous avons connues depuis 150 ans. Ce n'est pas une surprise. Donc, ce que nous avons fait collectivement depuis une bonne centaine d'années, même un peu plus, c'est d'émettre des gaz à effet de serre. Donc, voilà, disons que les émissions entre... Moi, j'ai commencé donc aux années 70. Entre 1970 et 2019, elles ont doublé, entre 27 milliards de tonnes d'équivalent CO2 et pratiquement 55 ou plus de 55 en 2019. En 2019, par exemple, eh bien, il y a 37 milliards de tonnes d'équivalent CO2, combustible fossile. La déforestation, on y ajoute 5 milliards, 1 à 2 milliards de tonnes pour la fabrication du ciment, et puis à peu près une douzaine de milliards de tonnes pour les autres gaz à effet de serre. Donc, le diagnostic de notre communauté est sans équivoque. Le dernier rapport du GIEC nous dit que le réchauffement climatique est de façon certaine lié aux activités humaines. De façon certaine et de façon complète. C'est-à-dire que le réchauffement, depuis le début du XXe siècle, est d'un peu plus d'1 degré. On peut l'expliquer complètement par nos activités. Que le climat que l'on vit aujourd'hui, eh bien, c'est le climat qui était anticipé par notre communauté dès le premier rapport du GIEC. Cette accélération du niveau de la mer que j'ai évoquée, elle était prévue. Ce sentiment que les événements climatiques extrêmes augmentent, deviennent plus intenses, plus fréquents, eh bien, cette perception, elle est devenue réalité. Elle était anticipée depuis le 3e rapport du GIEC dans les années 2000. Aussi bien pour les sécheresses, les pluies plus intenses, bien sûr les cyclones de plus en plus violents, mais aussi ces canicules qu'on a connues, voilà, donc parce que les températures extrêmes augmentent plus rapidement que les températures moyennes. Tout cela, c'était prévu, et je crois que c'est un premier message très fort. Je vous invite à accorder de la crédibilité à la parole des scientifiques. Ça, c'est un premier point. Si cette crédibilité nous avait été accordée il y a 30 ans, nous n'en serions pas là. On a ce sentiment que le réchauffement climatique, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Plus 4 degrés, ça n'a rien à voir avec le plus 1 degré qu'on a connu depuis le XXe siècle. Plus 4, plus 5 degrés, c'est ce vers quoi nous irions si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. L'inaction. Eh bien, pour 1,5 degré, il faudrait que nos émissions chaque année diminuent de 7% à l'échelle planétaire. Donc, ce n'est évidemment pas le chemin que nous prenons, voilà, puisque nous allons plutôt vers, disons, les émissions. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que les émissions sont en train de repartir à la hausse. Au regret, nous avons eu la chance avec Dominique d'être impliqué dans la Convention citoyenne pour le climat. Donc j'étais membre du comité de gouvernance. Et vraiment, les propositions des citoyens, je dirais, étaient à la hauteur. C'est-à-dire que les propositions des citoyens étaient pertinentes, cohérentes, ambitieuses par rapport aux objectifs, disons, à leur lettre de mission qui était de mettre la France sur une bonne trajectoire. Malheureusement, la loi n'a pas pris de façon suffisamment sérieuse ces recommandations. Les mots-clés de cette transition, bien sûr, efficacité énergétique, il faut utiliser moins d'énergie, c'est inscrit dans la loi d'ailleurs, mais aussi sobriété, aussi solidarité. Je crois que pour y arriver, eh bien, il faut que collectivement, il faut que tout le monde regarde dans la même direction, les États, les entreprises, chacun d'entre nous, les ONG, le système éducatif, j'y suis très attaché, et c'est ça le message. Donc on peut y arriver, c'est tout à fait possible, techniquement c'est possible, et je crois que je vous engage, bien sûr, à vous-même être partie prenante de cette transition. Alors cette transition, elle est beaucoup plus large que la seule transition énergétique. Elle est bien sûr, c'est une transition écologique au sens large. Le congrès de l'UICN, disons, en a été un témoignage, c'était la semaine dernière. La biodiversité est tout aussi importante. C'est cette transition écologique qu'il vous faut prendre à bras-le-corps et vraiment, je vous y invite. Merci beaucoup.
une représentation du développement durable qu'on voit très couramment, qui est la représentation canonique, qui est celle qui représente trois cercles qui se coupent les uns les autres. Et puis on dit, voilà, il y a le cercle de l'économie, il y a le cercle de la société, il y a le cercle de la biosphère. Et puis, si on trouve un moyen qui arrive à concilier les trois, c'est super, on appelle ça le développement durable. Alors, on parle beaucoup de fake news, mais il y a quelque chose de pire qu'une fake news. C'est une erreur communément admise par une société et qui a sur son avenir un impact majeur. Et cette représentation du développement durable est absolument fausse, elle ne correspond absolument pas à la réalité et elle fait partie probablement de la pire des erreurs qu'il puisse y avoir, qui est communément admise et qui nous mène à la disparition. La réalité, bien sûr, elle est tout autre. C'est qu'il n'y a pas d'économie en dehors d'une société, là où il n'y a pas, enfin, à moins que vous pouvez aussi considérer que les fourmis ont une économie, mais à ce moment-là, c'est la société des fourmis. Mais pour qu'il y ait économie, il faut qu'il y ait une société. Alors, je n'ai pas mis d'ailleurs dans ce graphe, j'aurais pu mettre encore un petit cercle à l'intérieur d'économie qui est finance. Il n'y a pas de finance sans économie. Et chaque cercle, s'il détruit le cercle qu'il contient, se détruit lui-même. C'est-à-dire que si la finance détruit l'économie, elle se détruit. Si l'économie détruit la société, elle se détruit. Et si la société détruit la biosphère, elle se détruit. Et donc, plutôt que de rêver d'aller s'installer sur Mars, on pourrait s'interroger sur ce qui distingue Mars et la Terre et se dire, tiens, pourquoi il n'y a pas d'hommes sur Mars? Eh bien, parce qu'il manque sur Mars tout un cortège qui s'appelle la biosphère, d'où cette dépendance. Et ça, j'aimerais que vous l'ayez constamment en tête durant toute votre formation et toute votre vie. Nous sommes un élément de la biosphère et notre destin est lié au destin de cette biosphère. Si je suis un peu sévère, nous sommes des parasites dans ce système-là, parce que les plantes ont besoin de la microflore du sol pour fixer l'azote. La microflore du sol a besoin de l'énergie fixée par les plantes sous forme de chaîne de carbone, et nous, on ne fait que dégrader ça. Donc, nous sommes au pire des parasites, au mieux, je vais être plus gentil, je dirais que nous sommes des rentiers. C'est-à-dire qu'il y a une masse de biomasse vivante, qui sont les plantes, qui vont produire un excédent, exactement comme votre capital peut produire une rente, et puis vous vivez de cette rente sans rien foutre. Mais vraiment sans rien foutre. Je ne vois aucun d'entre vous vert en train de faire de la photosynthèse. Vous vous asseyez, vous mangez des végétaux ou des animaux qui ont même mangé des végétaux avant. Voilà. Vous êtes, d'une certaine manière, uniquement destructeur de biomasse. L'analogie avec le capital et la rente, ça vous fait réfléchir à une chose, c'est que un rentier qui vivrait en consommant son capital, il détruirait la capacité du capital à produire de la rente. Et c'est exactement ce que nous faisons depuis 10 millénaires et de manière extrêmement accélérée dans le dernier 150 ans. Nous détruisons le capital qui constitue la rente qui nous permet de vivre. Et vous savez ce qui se passe quand vous avez tout bouffé, votre capital, c'est la banqueroute. Et la banqueroute, pour une espèce, c'est la disparition. Il y a une loi d'airain des écosystèmes. Et quand je dis c'est une loi d'airain, c'est qu'il n'y a aucun parlement au monde et aucun chef d'État, même s'appelant Bolsonaro, qui par l'effort de sa petite volonté peut changer cette loi. Nous y sommes tous soumis. C'est que si un écosystème détruit plus de biomasse qu'il n'en fixe, ce sera le désert à la fin. S'il en fixe autant qu'il en détruit, il est à l'équilibre, et s'il en fixe plus qu'il n'en détruit, non seulement la biomasse vivante va s'enrichir, mais on va créer un sol, c'est ce qu'on appelle la pédogénèse, et on va même pouvoir accumuler des fois des excédents comme le charbon et le pétrole. Et ça, c'est une loi intangible que vous pouvez complètement comprendre par cette analogie simple. Si vous dépensez chaque mois autant que vous gagnez, vous n'accumulez pas, vous ne faites pas d'économies. Si vous dépensez moins que vous gagnez, vous faites des économies. Si vous dépensez plus que vous gagnez, vous bouffez vos économies. J'attire votre attention sur la situation médiane. Si vous dépensez exactement ce que vous consommez, vous pouvez vous dire, jusqu'ici, ça va. Mais si vous avez le moindre accident de la vie, le moindre événement, vous plongez très rapidement dans la situation qui vous mène à la ruine et à la désertification.
Et c'est pour ça qu'il faut se garder une marge de manœuvre. Donc vous comprenez bien déjà ce qui se profile, c'est que la société écologique dont nous avons impérativement besoin et qui remplacera la société industrielle doit veiller à fixer plus de biomasse qu'elle n'en détruit.